L'histoire n'est pas une science exacte. Elle n'est jamais gravée dans le marbre. Au fil du temps, la connaissance du passé s'affine et évolue. Mais les idées reçues ont la peau dure et les a priori restent tenaces. Pour saisir les vérités du monde, il faut parfois bousculer les certitudes et décrypter les faits en proposant un autre regard. La postérité a fait du débarquement de Normandie une opération menée de main de maître, couronnée par un immense succès. Et pourtant... « 13 mai 1943. Battu par les vents, figé par le froid, le Groenland étend sa désolation à perte de vue. Ici, la guerre qui ravage l'Europe depuis 4 ans semble irréelle. Soudain, un commando de quelques hommes surgit dans l'immensité. Leur mission, repérer une station météorologique allemande tenue secrète et transmettre ses coordonnées aux Alliés. Quelques jours plus tard, la station qui ne figurait sur aucune carte est anéantie. L'issue des plus grandes batailles dépend parfois d'atouts inattendus. À l'automne 1943, après d'insolentes victoires, les forces de l'Axe marquent le pas. Chassés d'Afrique du Nord, malmenés en Italie, bousculés sur le front de l'Est, l'heure est venue de leur porter le coup de grâce. Le 30 novembre, Américains, Soviétiques et Britanniques se retrouvent à Téhéran pour définir la stratégie à adopter. Pour Churchill, il faut intensifier les combats en Méditerranée et il compte bien imposer ses vues aux Américains comme il l'a toujours fait. Mais cette fois, les États-Unis entendent peser de tout leur poids sur la conduite de la guerre. Aussi, Roosevelt, qui s'est installé à l'ambassade soviétique, tient Churchill à distance. Contre toute attente, il s'est entendu avec Staline sur un débarquement massif en France avant l'été. Churchill, mis en minorité, est contraint de céder. Ces divergences entre les Alliés augurent un mauvais présage. Mais la propagande s'empresse de les occulter. At Tehran, the Big Three made their plans for the destruction of the enemy's forces in Europe in the quickest possible time. General Eisenhower is to lead the combined British and American expeditionary forces organizing in the United Kingdom. In other words, he's to be the Supreme Second Front Commander-in-Chief. L'opération baptisée Overlord est le secret le mieux gardé de la guerre. Seuls de rares officiers en connaissent la date et le lieu. Le 1er mai, en Normandie.
Eisenhower ne dispose donc que de quelques mois pour préparer le plus grand assaut amphibie de tous les temps. Un défi herculéen que ce logisticien hors pair relève sans hésiter. Le premier écueil est pourtant de taille. Pour débarquer sur les côtes françaises avec des effectifs suffisants, Eisenhower doit s'appuyer sur quelques 7000 navires et 4000 barges de débarquement. Or, les chantiers navals américains sont largement engorgés. La guerre qui fait rage sur tous les océans capte déjà la plus grande partie de la production. Eisenhower décide alors de mobiliser de petites entreprises, jusque-là spécialisées dans la navigation de plaisance. Un pari risqué, vu les compétences qu'il leur faut acquérir en un temps record. Après quelques ratés, barges de débarquement, véhicules amphibies et péniches pour blindés sortent tant bien que mal des ateliers, mais au compte-gouttes. Et rien ne permet d'affirmer que ces fournisseurs tiendront les délais. Pendant ce temps, les Allemands peaufinent leur défense. Ils comptent sur le mur de l'Atlantique pour les protéger. De la Norvège au Pays basque espagnol, de puissantes fortifications hérissent déjà le littoral. Un projet titanesque, destiné à empêcher toute invasion alliée par la mer. « 13 millions de tonnes de béton ont déjà été coulées. Des milliers d'autres d'acier sont venus les renforcer. Hitler, qui pressent l'imminence de l'offensive alliée, charge le général Rommel d'inspecter le dispositif. Lors de sa tournée, le renard du désert repère plusieurs points vulnérables. Sans attendre, d'innombrables champs de mines, des milliers de pieux taillés en pointe et des kilomètres de barbelés sont installés. En outre, de nombreux terrains à l'arrière sont inondés pour empêcher les parachutages ou l'atterrissage des planeurs. Le débarquement, les Allemands s'y préparent, mais sans le redouter. Im Hinblick auf die Kampfmittel, die uns in die Hand gegeben sind, können wir den kommenden Ereignissen mit größter Ruhe entgegensehen. Rommel écrit à sa femme: « J'attends la bataille avec une entière confiance. » Eisenhower, lui, ne peut pas en dire autant. Fin mars, le quota de navires et de barges n'est toujours pas atteint. La mort dans l'âme, il doit se résoudre à repousser l'opération d'1 mois. Mais il y a pire. À 3 mois du débarquement, le contingent nécessaire pour mener à bien l'invasion est toujours en sous-effectif. Eisenhower table sur 1 527 000 Américains. Or, 700 000 hommes manquent encore à l'appel. Faute d'hommes et de bateaux, l'opération semble bien compromise. Pourtant, l'intendance ne chôme pas. Entre décembre 1943 et mai 1944, des dizaines de milliers de soldats américains vont débarquer tous les mois dans les ports anglais. Un afflux qui pose des problèmes logistiques insolubles. Au fil des jours, le sud de l'Angleterre comme le Pays de Galles deviennent un immense camp militaire, au risque de l'improvisation. Les divisions aéroportées américaines recourent au système D. Même les caisses de transport de leurs planeurs sont transformées en baraquements. Très vite, la cohabitation entre Britanniques et Américains provoque des frictions.
What are these things for? Good conduct? How do you like it over here, Yank? Well, you asked for it. I don't like it. Les Américains considèrent leurs lointains cousins avec condescendance, au mieux comme des snobs bourrés de sang de navets. Les Britanniques, eux, jalousent leurs frères d'armes. Mieux nourris et mieux payés, leurs uniformes, plus saillants, leur valent toutes les faveurs auprès des dames. De plus, la question raciale jette de l'huile sur le feu. Au sein de l'US Army, la ségrégation règne et Washington ne cesse d'exiger stades, dancing et foyers réservés à ses soldats de couleur. Une exigence inacceptable dans une Grande-Bretagne pauvre et surpeuplée. Jour après jour, les tensions s'intensifient. Heureusement, les Allemands n'en savent rien. De fait, ils ignorent tout de l'opération Overlord, ou presque. Leurs services de renseignement ont bien repéré des mouvements de troupes au sud-est de l'Angleterre, au plus près des côtes françaises. Aussi, ils en ont déduit que les Alliés vont débarquer dans le Pas-de-Calais. Mais les photos aériennes dont ils disposent sont trompeuses. Il est impossible de voir que le matériel déployé dans cette zone est en bois et en caoutchouc. Pour l'heure, le subterfuge fonctionne. Yes, these are the principal Allied leaders responsible for planning and directing that grand assault by British and American forces, which everyone hopes may prove to be the knockout blow. À quelques semaines du jour J, les images officielles se veulent rassurantes. Mais en coulisses, les généraux craignent que l'opération n'échoue. Un nouveau problème, et non des moindres, se pose à l'état-major. Peu endoctrinés, les futurs combattants ne brûlent pas d'en découdre. Pour la grande majorité des soldats américains, le nazisme n'incarne pas le mal absolu. Un colonel l'admet. Le personnel éprouve peu de haine vis-à-vis des Allemands. Les Britanniques ne se montrent pas plus ardents. Un rapport précise. L'armée britannique manque un peu d'allant. Elle se battra avec courage, mais elle est extrêmement prudente. L'objectif est de revenir sain et sauf au pays. Même le général Montgomery, en charge des forces terrestres, l'avoue. Ce ne sont pas des tueurs nés. Les entraînements s'enchaînent, harassants, mais indispensables. Il faut préparer les hommes à se lancer à l'assaut. Le comté du Devon, sur la côte anglaise, a été choisi comme lieu de répétition. Les 3000 habitants de la baie ont été expulsés de leur domicile pour éviter les regards indiscrets. Soldats américains et anglais prennent leur place et toute la région est soumise à un blackout absolu. Les hommes répètent inlassablement les gestes qu'ils devront accomplir dans quelques semaines sur les côtes normandes. Certains s'en plaignent. Le grand cinéaste Samuel Fuller, alors simple soldat, témoigne de son état d'esprit. Moi, j'en avais ras-le-bol de sauter des bateaux dans l'eau tourbillonnante et de ramper à plat ventre sur la plage. Le 28 avril 1944, la plage de Slapton Sands accueille l'un des derniers exercices grandeur nature avant le débarquement.
Soudain, plusieurs vedettes lance-torpilles allemandes surgissent au beau milieu de l'opération. 2 bâtiments britanniques, censés protéger la zone, les voient passer sans parvenir à les intercepter. Ils ne peuvent pas même prévenir les Américains, puisque leurs radios émettent sur des fréquences différentes. Après avoir ouvert le feu, les Allemands prennent le large. Le bilan est lourd. 2 bâtiments coulés, un 3e endommagé. En l'espace d'un quart d'heure, plus de 700 hommes perdent la vie, 300 sont gravement blessés et d'autres manquent à l'appel. Un désastre. Pire, Eisenhower apprend que certains disparus portaient sur eux les plans du débarquement. Effrayé à l'idée que les Allemands se soient emparés des informations secrètes, il envisage purement et simplement d'annuler l'opération. Après de longues recherches, les cadavres des officiers qui portaient les plans sont retrouvés. Les victimes sont enterrées dans des fosses communes, les survivants menacés de cour martiale s'ils parlent, et la censure fait le reste. Ignoré pendant plus d'un demi-siècle, ce drame en dit long sur l'impréparation des troupes et l'amateurisme de certains officiers. Côté allemand, tout au contraire, la confiance est de mise. Les soldats prennent du bon temps en attendant les ordres, mais leur état-major est divisé. Rommel, qui pressent que les Alliés vont débarquer en Normandie, veut placer les puissantes divisions blindées de la Wehrmacht près des plages. Le maréchal Rundstedt, lui, s'y refuse. Il préfère garder les panzers en réserve dans les terres pour frapper quand il saura exactement où les Alliés auront débarqué. Fractionnés entre plusieurs autorités, divisés quant à la stratégie, les Allemands perdent un temps précieux. Seul Adolf Hitler a le pouvoir de trancher. Mais le Führer hésite. Rommel enrage. Il affirme : « Si vous pensez qu'ils arriveront par beau temps, en empruntant l'itinéraire le plus court, vous vous trompez. Les Alliés débarqueront par un temps épouvantable, en choisissant l'itinéraire le plus long. Le débarquement aura lieu en Normandie, et ce sera le jour le plus long. » Il n'est pas entendu, et pour cause. Comment imaginer que les Alliés aient choisi les plages de Normandie pour envahir le continent ? Elle ne dispose d'aucun port en eau profonde. Sans ces infrastructures, il est impossible d'y faire débarquer hommes, armes ou matériel en masse pour mener une invasion. Mais les Alliés ont planché sur la question et ils ont trouvé une solution inédite. D'immenses blocs de béton, construits sur les rives de la Tamise, seront remorqués vers la Normandie. Posés à quelques centaines de mètres des plages, ils seront reliés à la terre ferme par des jetées. Véritables ports artificiels, ces mouillages permettront de décharger les navires. Si tout se passe comme prévu. Déjà, les préparatifs touchent à leur fin. Et dans un ultime effort pour galvaniser les troupes, Eisenhower prend la parole avant le grand saut. We can and we will win this war. But it means that every one of us, no matter where he is or what he's doing, must do his full duty. Let none of us escape this one point. But upon your shoulders rests the greatest responsibility of all. You young men
have this war to win. And that battle must be won before that enemy of ours is finally crushed. Le 30 mai 1944, après bien des obstacles et bien des sueurs froides, le compte à rebours est enclenché. Les premiers éléments du corps expéditionnaire convergent vers les zones de triage avant de se rendre au point d'embarquement. Hommes et matériels sont ensuite répartis dans les bâtiments qui mouillent dans les ports anglais. Outre les barges de débarquement et les bâtiments de guerre, 15 navires hôpitaux, 8000 médecins, 450 000 litres de plasma, des tonnes de munitions, de carburant et d'engins divers complètent cet arsenal impressionnant. Comme prévu, les 130 000 hommes et les 20 000 véhicules des premières vagues d'assaut s'installent dans les navires livrés tout juste à temps. Ces mouvements de troupes ont échappé à la vigilance des Allemands. Le Führer, il est vrai, est absorbé par des préparatifs plus réjouissants. Le 3 juin, il reçoit dans sa résidence du Berghof Gretel, la sœur cadette d'Eva Braun, sa compagne, dont le mariage avec un dignitaire du Reich retient toute son attention. Sa sérénité est d'autant plus grande que depuis quelques jours, tous les navires allemands patrouillant au large des côtes françaises ont dû rentrer au port à cause de la météo. Le mauvais temps sur la Manche leur interdit tout mouvement. Côté allié, la flotte est elle aussi à l'ancre. Coincés dans leurs embarcations, les soldats attendent depuis 3 jours le signal de départ. L'officier Ralph Ingersoll écrit « On avait froid. Je ne sais pas si ce froid venait du dehors ou du dedans. Nous étions sur notre péniche et la peur nous prenait si souvent que nous n'avions même plus la curiosité de l'analyser. » Tout est bon pour tuer le temps et apaiser l'angoisse. Les heures passent et l'ordre d'appareiller ne vient toujours pas. Côté allemand, le général Rundstedt prévient Berlin. Aucune tentative de débarquement n'est à craindre avant le 10 juin. Rassuré, Rommel en profite pour filer en Allemagne. Son épouse doit fêter son 50e anniversaire, le 6 juin. Le général Feuchtinger, à la tête de l'unique division de Panzer du Calvados, quitte son poste lui aussi. Il s'empresse de rejoindre Paris et sa maîtresse, une danseuse de cabaret. Une insouciance qu'ils ne vont pas tarder à regretter. Car depuis la destruction de leur station météo du Groenland, les Allemands sont privés de prévisions fiables. Ils ignorent l'information dont disposent les Alliés. Une accalmie de quelques heures se dessine à l'aube du 6 juin. Eisenhower s'engouffre dans la brèche et lance le fatidique « Let's go ». Le 5 juin, en fin d'après-midi, le général rend une ultime visite aux parachutistes. Ce sont les troupes aéroportées qui doivent ouvrir le bal. Larguées à l'intérieur des terres, elles doivent faciliter la progression des troupes débarquées, détruire des batteries ennemies, sécuriser des ponts.
Alors que les hommes se préparent à s'élancer vers le ciel de France, Eisenhower, saisi d'angoisse, rédige un communiqué. Les forces que nous avons débarquées en Normandie n'ont pas réussi à établir une tête de pont. J'ai donné l'ordre de les retirer. Si des erreurs ont été commises, j'en porte seul la responsabilité. Ce texte ne sera jamais publié, mais il révèle que jusqu'au bout, Eisenhower a douté. Non sans raison, car dans la nuit du 5 au 6 juin, rien ne se passe comme prévu. Bien des hommes, tombés dans les zones inondées par les Allemands, se noient. Beaucoup sont abattus avant même de toucher le sol. De plus, un vent violent disperse les parachutistes et les empêche de se regrouper. Mais cet éparpillement a un avantage. Il suggère aux Allemands qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Aussi, les premiers rapports qui parviennent aux états-majors signalent une multitude d'opérations qui déconcertent la hiérarchie. Mais il est trop tard pour s'organiser. L'armada alliée est déjà au milieu de la Manche. En urgence, Rundstedt s'apprête à faire remonter vers la côte la division de Panzer stationnée dans le Calvados. Le haut commandement lui rétorque. Rien ne doit être fait avant que le Führer ne prenne une décision. Une chance pour les Alliés, Hitler dort et personne n'ose le réveiller. À l'aube du 6 juin, l'aviation entre en piste et une pluie de bombes s'abat sur le littoral normand. En pure perte, le déluge de feu finit dans les terres et épargne les blocos allemands. Soulagé, le mitrailleur Franz Göckel écrit « Le miracle, c'est que personne dans notre unité n'a été tué ou blessé par les bombes. » Enfin, les Allemands découvrent le spectacle impressionnant qui se déploie sous leurs yeux. 1200 bâtiments et plus de 5700 navires de transport s'apprêtent à percer leur défense. Le mitrailleur Wilhelm Kirchhoff raconte « En voyant ça, je suis saisi d'épouvante et j'ai froid dans le dos. La flotte du débarquement était pareille à une grande ville. » Les navires tirent alors des milliers d'obus qui, cette fois, font mouche. Les troupes alliées s'élancent vers le rivage. Sur la plage d'Utah Beach, l'inespéré se produit. À 7h15, les défenseurs allemands déposent les armes. Là, le mur de l'Atlantique n'a tenu qu'une demi-heure à peine et les pertes côté GIs sont insignifiantes. À leur tour, les plages de Gold, Sword et Juno, confiées aux Anglo-Canadiens, sont prises dans la matinée. Reste Omaha Beach. Omaha la sanglante. Omaha où tout se joue. D'emblée, la partie s'engage mal. Malheureusement, les tirs des navires n'ont pas détruit les bunkers. Les courants violents placent les barges directement sous le feu de l'ennemi. Dans la panique, les chars amphibies sont mis à l'eau trop tôt et la plupart sombrent avant d'accoster. Les combattants doivent affronter avec des armes légères les défenses ennemies pratiquement intactes.
Le soldat Ludwig Kwiatkowski écrit « Après avoir abattu les 2 premières vagues d'assaut, nous nous sommes vus avec la croix de fer de première classe et allés en permission. » Partout des cadavres, blessés, hurlant de détresse, fumée suffocante, vision d'apocalypse. La situation est si alarmante que le général Bradley, à la tête des troupes américaines, envisage d'abandonner Omaha au risque de menacer le succès de toute l'opération. Plusieurs destroyers s'approchent alors de la côte et soutiennent de leurs tirs les combattants. Les Allemands se battent avec énergie, mais il manque bientôt de munitions. Submergés par le nombre, ils finissent par se rendre. Pour les Alliés, le triomphe est amer. La plupart des GIs qui ont échappé au combat sont traumatisés. L'un d'eux avoue « Le cri de ces hommes rôtissant dans les camions d'Omaha Beach m'obsédera toute ma vie. » Toutefois, alors que l'état-major prévoyait 25 000 victimes, il ne relève que 10 000 morts, blessés ou disparus au cours de cette première journée. Omaha comptant pour un quart dans ce macabre inventaire. Les hommes tombés lors du tragique exercice de Slapton Sands sont ajoutés subrepticement au décompte. Leurs familles recevront un faire-part précisant qu'ils sont morts au champ d'honneur. On the 6th of June 1944, the great secret is divulged. While civilian Britain sleeps, history's greatest story is being written. Between midnight and breakfast, the D-Day plan is launched. And when the news breaks, the people at home rush to buy it. Eagerly they absorb every line of the rationed information as it comes to hand. The news is good, far better than they dared to hope. Pourtant, si les civils se réjouissent, l'heure n'est pas encore à la liesse. La campagne de Normandie ne fait que commencer. Mais grisés par leur succès, les soldats de la première vague d'assaut baissent la garde. Ainsi, les troupes du général Montgomery, qui devaient prendre camp dès le 6 juin, s'arrêtent à quelques kilomètres de la ville, pourtant faiblement défendue. Une légèreté qu'elles ne tarderont pas à regretter. En réalité, le débarquement n'est que la première phase d'une opération bien plus vaste, destinée à anéantir les forces ennemies. Pour l'heure, l'offensive du 6 juin n'est encore qu'un demi-succès, et il est largement dû à la désorganisation de la Wehrmacht, dont les principaux chefs ont fait cruellement défaut. La Luftwaffe a elle aussi tellement brillé par son absence qu'une blague circule dans les rangs allemands. Si dans le ciel tu vois un point gris, c'est un avion américain. Si c'est un point bleu, c'est un anglais. Et si tu ne vois rien, c'est la Luftwaffe. Mais la propagande allemande réécrit déjà l'histoire. Ein Datum von weltgeschichtlicher Bedeutung. Unter dem Druck Moskaus haben Briten und Amerikaner die seit langem angekündigte und von uns erwartete Invasion begonnen. Landungsboote, ihre Besatzungen wurden im schnellen Stoß vernichtet oder gefangen genommen. Tote und Trümmer am Strand. Les images occultent évidemment que les Alliés ont réussi à prendre pied sur le sol français. Mais les Allemands n'ont pas dit leur dernier mot. Rommel, rentré précipitamment, s'apprête à lancer la contre-attaque.
Le 7 juin, ils demandent des renforts en hommes et en blindés. Or, les puissants panzers sont dispersés aux 4 coins de France. Pour rallier la Normandie, ils doivent emprunter le réseau ferré, alors que les voies sont systématiquement sabotées par la résistance française. De plus, prendre la route en plein jour est périlleux, puisque les Alliés disposent de la maîtrise du ciel. Pourtant, à 2 pas de la Normandie, une division de 35 000 hommes occupe les îles britanniques de Jersey et de Guernesey. Elle pourrait se jeter dans la bataille, mais elle reste l'arme au pied. Le Führer tient particulièrement à conserver cette parcelle du Royaume-Uni. Mais les Alliés ne vont guère profiter de l'avantage qui s'offre à eux. À l'est, les forces du général Montgomery sont toujours bloquées devant Caen, où les Allemands ont rapidement consolidé leur défense. À l'ouest, les troupes américaines du général Bradley sont prises au piège du bocage normand. Le terrain ressemble à un jeu d'échecs géant. Pour avancer, il faut prendre champ après champ, comme autant de cases sur l'échiquier. La succession infinie de vergers encadrés par des haies oblige les blindés à rester sur la route, où ils offrent un objectif de choix pour les mines ou les tireurs embusqués. Les Allemands, maîtres du camouflage, résistent avec acharnement et exploitent avec maestria le terrain. Chaque talus, chaque bosquet se transforme en piège mortel. Beaucoup de combattants fustigent leur hiérarchie. Avec toutes les montagnes d'informations que les services de renseignement avaient accumulées, on aurait pu penser qu'on nous aurait parlé de la difficulté à combattre l'ennemi dans cet horrible enchevêtrement. Très vite, les combats se transforment en guérilla. Contraints au corps à corps, luttant parfois à l'arme blanche, les Alliés vivent un cauchemar. Autre imprévu, la pluie, dense, compacte, parmi les plus fortes du siècle. La moitié des missions aériennes censées appuyer les troupes au sol sont annulées en raison du mauvais temps. Entre le 19 et le 22 juin, une tempête s'élève d'une rare violence. L'un des 2 ports artificiels est purement et simplement englouti par les flots. Il aura peu servi. Bientôt, le ravitaillement devient insuffisant. Les munitions commencent à manquer. Piégés dans un milieu hostile, confrontés à l'hécatombe de leurs camarades, les hommes craquent. Certains désertent, d'autres se mutilent. Beaucoup sont victimes de troubles psychiatriques. Plus d'un tiers des soldats alliés admis dans les hôpitaux cet été-là ne souffrent pas de blessures physiques, mais de problèmes neurologiques. I'm sorry, I can't continue. Les états-majors s'alarment, mais ils ne sont pas au bout de leur peine.
Le 8 juillet 1944, alors qu'il piétine depuis un mois, Montgomery lance une nouvelle offensive pour prendre Caen. Durant 3 jours, les appareils de la Royal Air Force déversent plus de 2500 tonnes de bombes. Elles sèment la désolation dans toute la région. Mais restent sans effet sur les Allemands. Un journaliste s'indigne. C'est la dévastation ultime. Ainsi, Caen est en ce mois de juillet, rue après rue, maison après maison, ruinée, écrasée, bousillée, morte. « 20 000 Normands perdent la vie au cours de l'été 1944. 2 fois plus que les soldats morts sur les plages du jour J. Cruelle ironie. Mais les civils subissent bien d'autres avanies, car des soldats alliés violent et pillent. Une infime minorité, mais qui jette une ombre peu flatteuse sur les soldats de la liberté. Un soldat britannique constate « Nous ne sommes pas tout à fait accueillis comme des libérateurs. Les Français nous considèrent comme étant ceux qui apportent avec eux la destruction et la terreur. » Des crimes sans commune mesure avec les massacres que commettent les Allemands. Car la Wehrmacht ne fait pas de quartier. Ces hommes sont prêts à se battre jusqu'à la dernière cartouche. Ils sont en sous-effectif, mais ils résistent. Pourtant, à quelques dizaines de kilomètres de là, un autre contingent de plus de 200 000 hommes stationne dans la baie de Somme et pourrait leur prêter main forte. Mais là encore, Hitler refuse de les déplacer. Persuadé que l'offensive alliée n'est qu'une diversion, il attend toujours le véritable débarquement dans le Pas-de-Calais. À défaut de renfort, Rommel suggère de reculer pour consolider ses positions. Mais le Führer rejette obstinément cette option. Le 17 juillet, alors qu'il rejoint son quartier général, Rommel est victime d'une attaque aérienne. Éjecté de sa voiture, souffrant de 4 fractures crâniennes, le renard du désert est évacué. La Wehrmacht perd son chef charismatique, mais contre toute attente, ses troupes ne s'effondrent pas. Côté allié, tout au contraire, le moral est en berne. Même si Eisenhower ne ménage pas ses efforts pour insuffler optimisme et énergie aux combattants. I am completely confident that the soldiers, sailors, and airmen, and all the civil populations of the United Nations will demonstrate once and for all that an aroused democracy is the most formidable fighting machine that can be devised. Après des semaines d'impasse, le discours d'Eisenhower résonne comme un vœu pieux. Car le venin de la mésentente s'est infiltré chez les Alliés. Toutes les tentatives de Montgomery pour prendre Caen se sont soldées par un échec. Et les Américains soupçonnent les Britanniques de sacrifier des milliers de GIs à la survie des Tommies. La confiance déjà fragile des premiers jours ne résiste pas à l'impasse dans laquelle les uns comme les autres sont englués. Début juillet, après plus d'un mois de combat, les Alliés sont toujours confinés sur une étroite tête de pont qui les empêche,
de se déployer. Il leur faut à tout prix s'extraire du bocage à l'ouest et à l'est, s'emparer de la plaine de Caen. Le salut vient de Curtis J. Cullen, un simple sergent américain particulièrement ingénieux. Pour gagner la bataille des haies, les pièces d'acier laissées sur les plages par les Allemands sont récupérées. Son idée, équiper les chars de lames, capables de cisailler les obstacles à la base. 28 soudeurs se mettent au travail pour modifier les chars Sherman, qui désormais s'appellent Rhinocéros. Et ça marche. Fortes d'une mobilité retrouvée, les troupes du général Bradley se préparent à une offensive de grand style. Le 24 juillet, l'US Air Force est chargée de créer une brèche dans le front. 1500 appareils larguent des milliers de tonnes de bombes sur les positions allemandes. Hélas concentrés sur une petite surface, les bombardements atteignent aussi leurs propres troupes. Plus d'une centaine de GIs perdent la vie. Ce jour-là, leurs camarades fous de colère tirent sur leur aviation. Toutefois, malgré cette nouvelle tragédie, les Américains parviennent à percer. En quelques heures, les défenses allemandes sont pulvérisées. Le chaos règne dans le camp ennemi. Un parachutiste allemand témoigne. « Nous sommes menés comme des moutons à l'abattoir. » Les Alliés sont désormais en mesure d'encercler les forces ennemies. Encore faut-il que les Américains se hâtent et que les Britanniques, enfin maîtres de la ville de Caen, pressent le pas pour opérer leur jonction. Or, les troupes de Montgomery lambinent et celles de Bradley s'arrêtent trop tôt. Résultat, le gros des troupes allemandes parvient à s'extraire de la nasse. Dans sa retraite, la Wehrmacht réussit même l'exploit d'évacuer près de 39 000 véhicules et 240 000 hommes. Des unités qui vont défendre le Reich jusqu'à sa chute. Au final, malgré un déluge de moyens, les Alliés sont loin d'avoir terrassé l'ennemi et la guerre va durer. Le 25 août 1944, la ville Lumière est libérée. L'opération Overlord s'achève en apothéose et la liesse couvre d'un voile pudique les ratés de l'opération. Qu'importe. Malgré les approximations, les lourdes pertes et grâce aux erreurs de leurs adversaires, les Alliés sont parvenus à l'emporter. Aujourd'hui encore, le débarquement de Normandie reste largement magnifié. Sa médiatisation massive au temps de la guerre froide a permis de faire oublier le rôle des Soviétiques dans la chute du nazisme et de donner le beau rôle aux Américains, en oubliant au passage les Britanniques. L'opération militaire s'est muée en symbole politique. Hollywood a fait le reste. Les mythes ont la vie dure. Il aura fallu attendre 1995 pour que la vérité sur les hommes tombés lors du tragique exercice de Slapton Sands
soit enfin révélée. Désormais, sur la plage du Devon, leur mémoire peut enfin être honorée, au même titre que celle des milliers d'anonymes auxquels l'Europe de l'Ouest doit sa liberté.